Je m'appelle Cyriac, j'ai 22 ans, et on m'a toujours appris que la sagesse venait avec l'âge. Pourtant, j'ai vite compris que le plus important n'est pas la quantité d'expériences vécues, mais bien leur qualité. À chaque épisode, je reçois un jeune au parcours extraordinaire. Alors ils sont artistes, entrepreneurs, artisans, sportifs, engagés pour une cause, ou ont fait des choix de vie hors normes, mais ils ont tous un parcours atypique qui a forgé leur sagesse. Dans notre jeunesse, il y a une forme de renouveau, comme s'il y avait quelque chose dans l'air, dans l'eau, dans leur gène. Alors, que vous soyez en train de travailler, dans votre voiture, votre lit ou le métro, bienvenue. Vous écoutez le Gen Z. Les raisonnables ont duré et les passionnés ont vécu. Je crois que c'est une prof d'histoire qui m'avait dit ça. En tout cas, entre durer et vivre, mon invité du jour, lui, a décidé de vivre. Et cette passion, elle vient de l'enfance. Entre le rituel du cinéma en famille ou la télé allumée sur 50 minutes inside les samedis à 18h pour découvrir par exemple les coulisses du Festival de Cannes. Bref, pour lui, l'audiovisuel, c'était dans le sang. Au début, il tente d'être devant la caméra, l'acting, en se lançant dans les podcasts en 2010. Mais en réalité, et il le sent, c'est derrière la caméra qu'il trouvera sa vraie place. À 25 ans, sa besace est déjà bien remplie. Peu importe qui vous êtes ou votre âge, vous avez forcément déjà vu une de ses réalisations, le face-à-face à Bourdin sur BFM RMC, les clips de Spider-Z, Big Flo et Oli, de TH ou encore Offenbach, des vidéos YouTube, des concerts. Bref, c'est le Mary Poppins précoce de la réalisation. Demandez ce que vous voulez, il le sortira de son sac. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Damien Maubert. Ravi d'être là, merci de m'accueillir. Ça fait quoi d'être de l'autre côté de la caméra et du micro, Damien ? Ça fait que, écoute, c'est un exercice différent. Tu le sens bien ? Oui, je le sens bien. Merci d'être avec moi aujourd'hui. On est parti pour une petite trentaine de minutes ensemble. L'idée, c'est de retracer qui tu es, d'où tu viens, comment tu te retrouves à faire autant de choses à 25 ans. Et comme je disais, ça vient de l'enfance. À quel moment tu t'es rendu compte que l'audiovisuel, c'était fait pour toi ? Quel moment je pense que c'est arrivé au moment... En fait, je viens d'une famille, moi, à la base de pompiers. Genre, faut savoir, mon grand-père est pompier, mon père est pompier, mon frère est pompier aujourd'hui. Et toi, du pas coup, pompier. je voulais probablement devenir pompier quand j'étais petit. Et en fait... l'histoire un peu nulle, tu vois, genre je me suis coupé et à la vue du sang, je tombais dans les pommes et tout, donc tu vois, genre nul. Et de là, je me suis dit, je veux pas du tout être pompier. Et il y a un autre truc que mes parents faisaient pas mal, ils avaient du coup un petit appareil photo, et ils faisaient beaucoup de vidéos, mes parents, ils avaient pas mal de petites caméras à l'époque, et ils faisaient beaucoup de montage vidéo, tu sais, pour les... pour les fêtes de famille, pour faire des petits diaporamas, etc. Et donc je me suis un peu prêté au jeu, et c'est comme ça que, fil en aiguille, j'ai commencé à faire pas mal de vidéos. Il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux aussi, pendant que j'étais à période collège, Facebook, Instagram. Donc ça a commencé, le digital a commencé à évoluer, donc l'audiovisuel, et je me suis mis à réaliser pas mal de petites vidéos, dont des podcasts, comme tu disais tout à l'heure, que j'ai commencé à interpréter sur les réseaux, sur YouTube. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai été très intéressé par l'audiovisuel et la réalisation par la suite, quoi. Et à un moment, tu t'es dit que ça pourrait être un métier ? Et je me suis dit un peu dès le début, objectivement, en fait, j'étais vraiment passionné de ça. Je consommais énormément Dailymotion, YouTube, ouais. Après par la suite, on a vu un peu, je suis la génération juste en dessous de tous les youtubeurs aujourd'hui qui arrivent à vivre de ce métier-là. Donc on a vu un peu se professionnaliser le milieu. Donc il y avait un peu cette partie-là qui m'intéressait pas mal. Et la partie réalisation, en fait, j'étais tellement omnibulé par le fait de travailler dans l'audiovisuel que je savais que peut-être que j'arriverais pas à viser la réalisation ou ce que je fais aujourd'hui, mais dans tous les cas j'arriverais à travailler dans le milieu de l'audiovisuel, que ça soit à la technique, en essence caméra, en électro. Je savais que j'arriverais dans ce milieu-là parce que j'étais tellement passionné de ça qu'il y avait pas de raison, tu vois. Donc du coup oui, j'avais pas trop peur de travailler dans cet univers en tout cas. Et t'avais pas peur du fait que ce soit un milieu super concurrentiel ? C'est les milieux qui attirent, que ce soit, alors je vais prendre des exemples très basiques, du spectacle, de la télé, du showbiz, en règle générale, tous les métiers de lumière. Tu t'es pas dit, en fait, il y a tellement de monde que j'ai aucune chance de réussir ? Alors oui et non. C'est une question un peu, c'est un peu compliqué parce qu'avec du recul, en fait, je pense qu'à l'époque, naïvement, en fait, je me posais pas ces questions-là. Et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'avancer. Parce que quand tu te poses trop de questions, en fait, à te dire en mode ah ouais, mais c'est trop concurrentiel, il y a trop de monde sur le secteur, sur le marché, en fait, c'est pas intéressant, dans ce cas-là, j'y vais pas. Et du coup, si tu vas pas, si tu tentes pas, en fait, tu vas jamais réussir à y aller. Alors là, du coup, ce qui est cool, c'est que
j'étais tellement pas focus sur ce truc-là, à me dire ok, la concurrence c'est ça, je vais juste faire. J'étais juste passionné, donc j'ai fait, j'ai créé, et après du coup j'ai récolté un peu les fruits de tout ce que j'ai pu du coup créer avant, et je pense de pas se poser la question, c'est ce qui m'a permis d'avancer plus vite en fait. Donc du coup tu vois, genre mine de rien, oui il y a beaucoup de monde, beaucoup de paillettes. Mais objectivement, et je peux le dire encore aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. C'est juste une question de, c'est sûr, il y a peu d'élus. Donc du coup, c'est à ceux qui vont se donner le plus les moyens, qui vont avoir les bonnes rencontres aussi, etc., qui vont pouvoir performer, quoi. Et quels moyens tu t'es donné? Quels moyens? Moi, je suis passé vraiment par la case faire. Faire. Tu vois, genre vraiment, les moyens, en fait, tout simplement, naturellement, je me suis entouré. En gros, je me suis dit, je vais faire une école d'audiovisuel. Donc, je suis parti, en gros, à la fin de mon lycée. Au lycée, j'avais déjà réalisé plusieurs courts-métrages. Okay. Et en gros, à la fin de mon lycée, je me suis dit, let's go. Du coup, je vais essayer de me professionnaliser dans le milieu. Donc, j'ai cherché un BTS audiovisuel, public de préférence, parce que privé, je pense, ça aurait été un peu compliqué niveau moyen. Et donc, du coup, j'ai été pris au BTS audiovisuel de Cannes. Donc, je suis parti à la Croisette. Donc, moi, à la base, je viens des Deux-Sèvres. Donc, du coup, je suis parti à plus de 1000 bornes de chez moi. Je fais let's go, coupure totale. Et je me mets à fond dans le cinéma, l'audiovisuel. Et j'ai fait des très bonnes rencontres, franchement, là-bas. Certains avec qui je collabore encore aujourd'hui sur les projets que je réalise. Et donc, j'ai réalisé des petits courts-métrages. Et puis des clips, et puis de fil en aiguille, en fait, à force de faire, j'avais des choses à montrer. Donc, quand je rencontrais des personnes qui étaient intéressées qui cherchaient un réalisateur, j'étais en mode, moi, si tu veux, j'ai fait ça, on peut peut-être collaborer ensemble. Et de fil en aiguille, ça t'amène à faire des projets de plus en plus gros, de rencontrer de nouvelles personnes et forcément de multiplier les opportunités, quoi. Tu as l'impression que c'est le destin, en fait. C'est que ça a avancé et ça a pris au bout d'un moment? Ça a pris. J'ai essayé d'avancer le plus intelligemment possible aussi, tu vois. J'ai essayé de toujours me donner comme objectif d'évoluer chaque projet les uns après les autres, tu vois. Genre, si je peux donner, tu vois, par exemple, quand je me suis lancé dans le clip, parce qu'à la base, par la suite, après cette école-là, je suis parti sur Paris. Et en avant sur Paris, en effet, comme tu le dis, il y a un gouffre. Il y a plein de gens qui veulent faire du clip, il y a plein de gens qui veulent faire de la réalisation, il y a plein de gens qui veulent faire, tous ces métiers un peu dans l'audiovisuel. Et je me suis dit, faut continuer de faire. Donc j'ai commencé à faire des clips, mais totalement bénévolement, avec mes équipes. Et mon objectif, c'était, chaque clip, j'essaye d'avoir un budget de plus en plus gros. Et chaque clip, j'essaye d'avoir un artiste qui me fait confiance, de plus en plus gros aussi, qui a une plus grosse visibilité. Comme ça, dans un sens, mes créations vont pouvoir évoluer d'un point de vue artistique et d'un point de vue visibilité, donc du coup, qui peut s'apparenter au business derrière, de pouvoir tourner, d'être visible. Du coup, forcément, d'avoir un artiste plus gros, il y aura plus de visibilité sur mon projet et naturellement, donc plus d'opportunités peut-être d'intéresser d'autres artistes. Et donc, j'ai suivi un peu cette stratégie-là en fait pendant un peu plus d'un an. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à rentrer avec des sociétés de production qui m'ont démarché, qui m'ont contacté, certaines avec que j'ai rencontré à des événements. Et puis du coup, j'ai eu d'autres opportunités qui sont arrivées de réalisation, de projets, YouTube par la suite, et c'est parti quoi après. T'as commencé sur les clips, là t'en parlais, mais en réalité tu m'as dit que tu avais commencé avec la fiction. À quel moment tu t'es dit que les clips où on raconte peut-être moins une histoire sur le papier, à quel moment tu t'es dit que ça pourrait être un chemin pour toi? Écoute, je comptais pas du tout aller vers là à la base. C'est vrai que je dis ça, mais en vrai, oui, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait des premières réalisations quand j'étais au lycée, et c'était des courts-métrages. J'étais en section audiovisuelle, et donc du coup, j'ai fait plusieurs courts-métrages, et à chaque fois, c'est là où j'ai commencé à prendre confiance en moi, et j'ai pris vraiment une certaine assurance, et que j'ai eu des signaux qui m'ont dit « Ah ok, t'as peut-être un rôle à jouer là-dedans, peut-être tu peux y aller ». C'est que ces courts-métrages-là, on avait un petit festival qui était organisé avec mon lycée, avec différents lycées, etc., où plusieurs courts-métrages étaient mis en avant. Il y avait un vote du public et un vote du jury. Et en seconde et en terminale, j'avais raflé quasiment tous les prix. Et donc, du coup, c'était vraiment super plaisant, forcément. Personne n'avait sa chance. Meilleure musique, meilleure réalisation, meilleur acteur. En plus, je jouais dedans aussi à ce moment-là. Donc franchement, en tête, tu sais, quand t'es jeune, c'est hyper motivant. Tu te dis, mais c'est trop bien, je suis trop fort, en fait. Donc voilà, tu vois, naïvement, t'es en mode, OK, bon, let's go. Faut que j'aille tout droit, je continue. Et quand je suis arrivé au BTS, du coup, j'ai continué de faire de la fiction. Une première, une deuxième, et puis de là, de fil en aiguille, j'ai eu quelques prix, et je me suis dit, je vais faire que de la fiction. Sauf que la fiction, malheureusement, c'est un travail de très long terme. Genre vraiment, tu peux écrire pendant quelquefois un scénario, tu peux mettre 1 an à le développer, à le produire, à le tourner, c'est compliqué. Et donc de là, j'ai eu une opportunité qui s'est créée. C'est un ami de BTS, qui faisait de la musique et qui m'a dit, Damien, tu serais chaud, on fait un clip. Est-ce que ce serait très chaud de réaliser le clip pour nous et tout. Et je l'ai fait avec un de mes très bons amis, du coup Corentin Ferro, qui est mon chef opérateur, sur beaucoup de projets en tout cas que j'ai réalisés. Et du coup on a fait ce projet-là, et de là ça m'a lancé un clip. Je me suis dit pas mal, parce qu'il y a un truc que j'ai relevé avec le clip qui m'a intéressé de fou, c'est la productivité. Genre le fait on te démarche pour faire un clip,
généralement, tu l'écris, tu le tournes en 1 mois, c'est monté en 1 semaine. Et en fait, en 2 mois, en fait, t'as l'idée, le tournage et la sortie. Et du coup, c'est hyper formateur parce que tu peux aller sur des genres différents, des thématiques différentes. Et du coup, pour évoluer, enfin moi, ça m'a permis de vraiment évoluer. C'est pour ça que je me suis dit, go continue dans le clip. Je vais tester des univers différents et des thématiques différentes aussi là-dedans, quoi. Qu'est-ce qui fait la différence de tes clips? Est-ce que tu as une patte particulière? Qu'est-ce qui plaît aux artistes que tu accompagnes? Bonne question. Non, mais en vrai, je sais pas trop. Est-ce qu'il y a un truc que tu as à cœur quand tu fais un clip? De raconter une histoire, de montrer oui, quelque chose? En fait, oui, évidemment, il y a des choses que moi j'aime beaucoup. C'est j'aime pas trop l'idée, même si j'ai pu le faire sur certains clips justement parce que c'était un peu des exercices de style. Mais j'aime bien l'idée en tout cas qu'il y ait une histoire justement de A à Z, que au moins tu sortes du clip et tu te dis ça a été l'histoire de telle et telle personne qui font ça. Ça a été l'histoire. Quelquefois, j'ai fait que Spider Z, on avait fait on avait fait une sorte de court métrage. Le clip, c'est une sorte de court métrage où ça raconte un suicide, tu vois. Donc du coup, hyper glauque, mais en même temps, ça donne une dimension supplémentaire au clip et aussi aux paroles. Et ce que j'aime bien justement, c'est aller dans le sens des paroles quand vraiment il y a une histoire qui est racontée, quand il y a du fond. Dans la musique que tu traites, forcément c'est inspirant, et si tu peux à côté allier une belle histoire, ça c'est quelque chose qui vraiment m'intéresse de fou et que j'aime développer en tout cas dans le clip, quoi. Dans les autres obstacles que tu aurais pu rencontrer, je pense notamment à tous les jeunes ou les très jeunes qui se disent « moi j'aimerais bosser dans le cinéma », que ce soit devant ou derrière la caméra. C'est l'obstacle de la famille et de se dire que c'est un vrai ou un faux métier ou qu'il y a de la place ou pas. J'en parlais à l'instant. Toi, ça n'a pas été trop compliqué d'expliquer à ta famille que tu voulais faire un métier d'art, un métier boucher? Et franchement, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui revient pour le problème de la famille, et moi pas du tout. Vraiment, ma famille, voilà, ma mère, elle est instite et elle adore la culture. Moi, j'ai été baigné, elle adore écouter énormément de musique. On allait au cinéma quand j'étais jeune avec mon frère. Mes parents nous y amenaient régulièrement. Mon père, c'est pareil, il fait de la musique, vraiment très ouvert sur l'aspect culturel. Évidemment, quand je leur ai dit, ils me l'ont témoigné par la suite, mais ils m'ont dit quand je leur ai dit, je veux être réalisateur. Et là, j'ai une école, j'ai postulé à Cannes. Ils se sont dit, waouh, dans quoi il part et tout. Ce qui a rassuré ma mère, c'est que c'était un BTS audiovisuel. Et ma mère avait elle-même fait un BTS à l'époque informatique avant de faire ses études pour devenir prof par la suite. Et elle savait pertinemment que, l'ayant fait, en sortant du BTS, je pourrais trouver un travail. Comme je vous disais tout à l'heure, ce serait peut-être pas le réalisateur, mais peut-être que ça serait régisseur sur un tournage, peut-être serait électricien, peut-être ça serait assistant caméra, mais qu'en tout cas je pourrais rebondir. Donc du coup c'est ce qui l'a rassuré, mais ils me l'ont pas témoigné à l'époque et ça n'a pas du tout été un frein, et à l'inverse du coup ça m'a aidé justement à avancer parce qu'ils ont toujours cru en mes projets, et ma famille franchement l'a toujours bien reçu. Je suis un peu l'artiste de la famille, du coup c'est un peu je le vis bien, franchement je suis très heureux de ça. À un moment, ton parcours a changé de voie, c'est le moment où tu as commencé à en vivre de ce job, parce qu'au début tu le disais, tu le faisais de manière bénévole, tu le faisais pour grandir, te faire un nom. On peut en vivre aujourd'hui quand on est jeune, indépendant de ce genre de job? Est-ce qu'on peut trouver sa place aussi? Et notamment, j'insiste sur le mot jeune, est-ce que c'est pas trop compliqué de faire sa place quand on est jeune dans ce milieu? Alors en vrai c'est une bonne question parce que oui, on peut en vivre. Oui, c'est possible de faire sa place. Je dis pas que c'est facile, mais c'est possible. La problématique que j'ai rencontrée un peu le plus en commençant, ça a été de convaincre les productions en fait avec lesquelles j'ai commencé à travailler, parce que les premières fois quand je suis arrivé sur Paris, j'avais 19-20 ans et je suis arrivé, j'avais envie de réaliser, comme je disais, j'ai fait pas mal de clips bénévoles. Et en parallèle, j'envoyais des mails, j'allais taper un peu aux portes-boîtes de production en mode prenez-moi, si vous voulez travailler avec moi, je suis intéressé, etc. Et souvent, on me disait continue et reviens. On me fermait pas la porte, mais on me disait continue et reviens. J'étais en mode c'est quoi cette phrase? Ça veut rien dire que je suis en mode continue. Oui, je continue à faire mon truc bénévole, mais tu sais, je mange pas grâce à ça. C'est compliqué, quoi. Et en fait, ce qu'ils voulaient, en fait, c'est surtout vraiment de l'expérience, que j'ai beaucoup plus de bagages derrière, beaucoup plus de tournage, et montrer que j'avais l'habitude d'encadrer des tournages, en tout cas avec de nombreux techniciens, que c'était carré, que si eux s'engagent avec moi, ça allait se passer. Donc la problématique d'être jeune, c'est souvent ce truc-là que beaucoup font le raccourci, en fait, de t'es jeune, t'as pas d'expérience. Et donc du coup, c'est possible de réussir aujourd'hui, et c'est là où je pointerai un peu du doigt ce truc-là, cette faculté en tout cas, c'est vraiment se créer un bagage en fait, le plus jeune possible. Je pense que si tu as envie de faire des clips à 16 ans, fais des clips. Genre oui, tu te feras peut-être pas des clips avec les plus gros artistes pour commencer, ce qui est normal, mais au moins tu vas
déjà engendrer des connaissances, tu vas commencer à te constituer naturellement une équipe autour de toi. Forcément, tu vas rencontrer des gens, des techniciens avec lesquels tu vas vraiment aspirer à travailler sur le futur. Et naturellement, si tu fais du bon travail, tu vas évoluer, donc permettre de travailler avec de nouveaux artistes. Et si ton travail n'est pas très bon et que tu es assez autocritique et ouvert au retour qu'on peut te faire, c'est là où c'est intéressant, c'est que du coup tu vas évoluer beaucoup plus vite. Et du coup c'est vraiment les clés pour moi de si tu veux démarrer assez jeune, pour contourner un peu les barrières qui se font aujourd'hui, faut vraiment faire et essayer de prouver malheureusement que tu es capable de le faire, et c'est pas parce que tu as 19 ans que tu es moins bon. C'est juste ça en fait, je dirais. Une autre barrière qu'on oppose souvent aux jeunes, c'est, tu le disais à l'instant, encadrer des équipes. Alors peut-être que les gens ne se rendent pas compte que le job de réal, c'est pas juste... c'est un vrai job de management en dehors d'un job juste d'artiste ou de cinéma. Ça, c'est pareil, ça n'a pas été trop compliqué pour toi de faire ta place face à des mecs techniques, je sais pas, qui ont 40, 50 ans, qui savent faire leur job, de réussir à les diriger, les manager? Non, en fait, non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça s'est fait déjà naturellement, et j'ai pas directement travaillé avec des techniciens qui ont 40 ans et qui ont 20 ans d'expérience. En fait, comme je le disais tout à l'heure, quand j'ai commencé mes premiers projets à Cannes, j'ai commencé en fait à collaborer avec tout simplement mes amis. Donc, celui qui était chef opérateur était un ami, mais celui qui était assistant caméra était un ami. Le chef machinot était un ami. La maquilleuse, c'était une amie aussi qui faisait dans une des autres études à côté, qui voulait être maquilleuse. Et en fait, c'était que des amis. Donc, forcément, pour commencer, oui, il faut manager un peu, mais ça reste des relations amicales, donc ça commence comme ça. Et après, de fil en aiguille, oui, je rencontre tranquillement, du coup, dans des soirées, d'autres techniciens. Sauf que souvent, ça va être des atomes crochus, donc ils vont souvent être de la même génération. Donc je vais travailler avec des gens de la même génération pour commencer. Donc c'est plus simple à manager, on se comprend, il y a des vannes plus facilement, et du coup j'ai jamais incarné en tout cas cette grosse force d'autorité sur le tournage du réalisateur, bien qu'on voit souvent ça dans les making-of ou à la télé, on va voir le réalisateur qui dit action, un peu à la Moki en mode voilà, moteur, alors qu'en vrai voilà, j'ai jamais incarné ce truc-là, ce qui a fait que ça a été assez fluide. Et quand par la suite du coup j'ai eu affaire à devoir travailler et être amené à travailler vraiment avec des personnes plus expérimentées, c'est fait de manière fluide parce que, encore une fois, j'avais pas mal de bagages derrière moi, pas mal de tournages où c'était très bien passé, d'autres un peu moins bien, et j'ai été confronté à des problèmes de management, de problèmes sur des tournages, etc. Et de là, du coup, j'avais suffisamment de bagages pour avoir confiance en moi et me dire, de toute façon, c'est le projet, je réalise, donc ça va tout droit. Et en vrai, j'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit sur des plateaux, quoi. Ça me fait rire l'image du réalisateur un peu taré. Parce qu'on a souvent cette image de tous les... Ouais, de fou. Ouais. Je sais pas si tu te considères comme un artiste ? Oui, je me considère comme un artiste quand même, oui. Est-ce que tu penses que pour être un bon artiste, ou en tout cas faire des œuvres, alors je vais appeler œuvres au sens très large, qui plaisent, qui fonctionnent, quoique d'ailleurs beaucoup d'artistes ne font pas leurs œuvres pour qu'elles fonctionnent, mais ils les font plus pour eux. Pour eux, ouais. Est-ce que tu penses qu'il faut être taré ? Est-ce que tu penses qu'il faut avoir un petit truc un peu jeté pour réussir et peut-être, et je le rajoute pour t'aider dans ta réponse, mais moi je le vois dans les gens avec qui je parle, j'ai l'impression que les artistes un peu tarés qui fonctionnent, c'est ceux qui en fait sont tellement tarés qu'ils s'en foutent des règles, des normes, et qui font le truc comme ils le sentent, et en fait c'est leur... Ouais. En vrai c'est une question un peu... c'est compliqué parce qu'il y a un peu de tout, je pense, là-dedans. Si on prend les artistes dans leur globalité, il y a des artistes tarés, il y en a d'autres moins, il y en a qui sont plus terre à terre, il y en a qui sont très réfléchis sur leur manière de procéder. Je pense que le mot artiste est très large. Évidemment, souvent on va avoir en tête les artistes un peu fêlés ou qui vont faire des choses un peu très extravagantes. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui est relayé souvent ou qui va fonctionner sur les réseaux, parce que justement ça sort des normes. Et donc là, bon, mauvais artiste, certains vont trouver que c'est juste ridicule, d'autres vont adorer. Franchement, je pense chacun a une part d'artiste en soi, tu vois. Ouais. Et ça dépend juste comment tu l'exploites. Et après, il y a des personnes qui vont rester dans leur univers, qui vont être très créatifs, par exemple, à concevoir, par exemple, des nouveaux mondes, nouvelles choses, nouvelles créatures, et puis qui vont arriver, comme un George Lucas, à nous sortir un Star Wars, tu vois. Et puis, il y a des personnes qui vont nous faire, qui vont tout de même être des artistes, et ils vont nous sortir des films beaucoup plus, je sais pas, de sociaux, vraiment plus terre à terre, ouais, mais quand même très artistiques, et avec une vraie maîtrise, en fait, de dramaturgie, de plein de choses. Et pour moi, ça reste quand même des artistes. C'est pas parce qu'ils sont pas fêlés ou qu'ils nous ont pas mis une explosion ou des aliens, tu vois, ou des gens un peu, ou des trucs même, sans parler forcément de trucs très extravagants comme ça, même sans, par exemple, faire un personnage un peu bizarre ou mystique.
Oui, je pense que vraiment artiste, c'est très large en fait. C'est juste que voilà, ça dépend de quel angle on le traite, quoi. Je vais retourner une phrase que tu as dit contre toi. Tu as dit on a tous un petit côté artiste. C'est quoi ton petit côté artiste? Il s'exprime comment au quotidien? Moi, mon côté artiste, je pense, c'est la créativité. Genre, en gros, comment il se retrouve au quotidien? Il me dessert beaucoup, souvent. C'est un peu ce problème-là. Je sais que c'est dans de discussions que j'ai avec des personnes avec qui on parle plus d'entrepreneuriat, justement, où souvent on va parler de se mettre sur une chose et il faut avancer, tu vois. Moi, mon côté artiste, c'est que c'est un peu lié à la passion. Je suis passionné de plein de choses et j'aime créer des choses. Je vais voir un atelier peinture, la semaine d'après j'ai envie de peindre, tu vois. J'ai un peu ce truc un peu enfant qui est resté de tu sais, quand t'es petit, tu vois Spider-Man et l'heure qui suit le film, tu es Spider-Man dans la maison, tu vois, ce truc là où tu mets le déguisement et tout. Bien. Mon frère était très fort pour ça d'ailleurs, big up à lui. et j'ai un peu ce truc là de presque, je vais traîner avec des rappeurs, on va faire un clip de rap et tout, et puis après je vais me dire, je me lancerai peut-être à faire un album de rap. Je vais pas jusque-là tout le temps, mais je teste beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses, je crée beaucoup de choses et je me rate beaucoup aussi. Hein. Franchement, il y a des choses que je crée, c'est littéralement mauvais. Mais le fait de créer, je vois les choses dans lesquelles je me sens le mieux, je suis plus à l'aise, les choses qui m'intéressent. Et je pense que c'est quelque chose du coup qui va de l'ordre de l'artistique, du fait de créer, de faire des choses qui te plaisent à toi, pas à d'autres. Mais tant que, en fait, ça, l'idée, c'est de se faire plaisir aussi soi-même et de s'évader dans d'autres choses, quoi, dans d'autres univers, d'autres créations en tout cas. Je le disais en introduction, tu fais plein de choses en dehors du rap et de Spider-Man. La première fois où on s'est appelé, tu rentrais du festival de comédie de l'Alpe d'Huez. Oui, tu fais des clips, tu fais des vidéos YouTube, tu fais des émissions corpo, tu fais t'as fait des émissions télé. Quoi d'autre? Est-ce que je manque des... Je sais pas ce que tu as dit. Oui, ça fait déjà beaucoup. Ouais. Tu t'en sors? Comment tu fais pour organiser ta vie? Est-ce que on dit souvent qu'il faut pas se disperser? Est-ce que c'est pas trop dur de... On me dit souvent ça aussi. Et c'est pas trop dur? Non, en vrai, non. Après, évidemment, genre il y a des périodes plus dures que d'autres. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à me lancer, c'est quelque chose qu'on m'a dit directement. Te disperse pas, fais une seule chose, tu vas mieux y arriver. Et ça, je peux pas dire le contraire, ça marche vraiment. C'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'avancer. Parce que quand je suis arrivé sur Paris, tu vois, je vais prendre un exemple très concret. Quand je suis arrivé sur Paris, je voulais juste travailler. Et comme je te le disais tout à l'heure, si je faisais pas de la réalisation, c'est pas grave, je ferais électricien, régisseur, assistant caméra. Bref, j'arriverai à m'en sortir, je travaillerai dans ce milieu-là parce que j'en ai envie. C'est ce que j'ai fait en arrivant sur Paris. J'ai fait un premier clip, j'étais régisseur. Et donc ça m'a permis d'aller sur mon premier tournage, du coup professionnel et auquel du coup j'assistais. J'étais même du coup actif j'étais dans l'équipe quoi. Puis par la suite j'ai fait assistant en cam, j'ai fait quelques projets comme ça et on m'avait dit il faut vraiment t'axer sur une seule chose si tu veux qu'on te rappelle, sinon c'est pas ce que tu fais, c'est un peu particulier. Et par la suite donc je suis arrivé à être présenté à une société de production. Et la productrice me fait entrer dans la salle pour me présenter à d'autres directeurs de production, etc. Et elle me présente en me disant « Damien, réalisateur, assistant caméra... » Et elle-même, elle ne savait pas me présenter. Et à ce moment-là, j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit « Waouh, il faut que je me focalise sur une seule chose. » Et de là, j'ai fait que du clip à ce moment. Enfin, en tout cas, je communiquais essentiellement que sur le clip. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de vraiment faire des projets de plus en plus gros et d'avancer là-dedans. Sauf que par la suite, je me suis rendu compte, au bout de 2 ans, que je créais plein de trucs en parallèle, comme je disais tout à l'heure, je pouvais pas m'empêcher de créer plein de choses que je dévoilais pas sur les réseaux, qui m'apportaient pas alors que ça pourrait juste être des activités secondaires et qui sont en réalité, je pense, vraiment moi. C'est vraiment des choses que, moi, je pense que je suis pas fait pour faire une seule chose, tu vois. Et par la suite, c'est comme ça que du coup, je me suis mis à comme tu disais tout à l'heure, à continuer. Du coup, j'ai travaillé un peu en télévision à côté, donc continuer de travailler en télévision, que je me suis mis à me diversifier, à travailler un peu sur YouTube, que j'ai monté ma société de production, que par la suite, j'ai un peu diminué les clips pour me mettre moi-même sur les réseaux sociaux et à faire de la création de contenu. Et donc, je me suis diversifié. Oui, c'est sûr que ça va moins vite. Évidemment, je pourrais peut-être, si je reste que dans le clip, je pourrais peut-être faire des énormes clips et continuer à faire que ça. Mais en même temps, je crois que c'est ce qui me rend heureux aujourd'hui. Donc il y a des moments, c'est pas évident parce que du coup, je le fais un peu au feeling aussi, tu vois, en fonction des envies du moment. Mais j'arrive quand même à tout structurer pour que tout avance. Tu vois, genre je me restreins pas à me dire là le clip j'arrête total.
C'est si j'ai une opportunité qui se présente, let's go. Si là j'ai une opportunité sur YouTube de travailler avec des créateurs, let's go, j'y vais. Évidemment en fonction des envies, mais je vais vraiment en fonction de mes envies, quoi. C'est vraiment un peu ma trame, quoi. On va revenir au sujet de se disperser. Avant ça, je te propose un petit jeu. Je vais te dire des phrases. Tu dois répondre en un mot maximum. T'es prêt? Ok. Ça va être intense. Ton film préféré? Truman Show. Ton mot préféré? Bonheur. En général, tu finis tes journées de travail à... Waouh, 2h du matin. Je travaille la nuit plutôt, j'aime bien. Ta passion en dehors de la réalisation? En ce moment, le dessin. Ton artiste préféré? Mon artiste préféré. Michel Hazanavicius. Plutôt clip ou émission? Clip. Assumer ton âge ou le cacher? Assumé. YouTube ou télé? YouTube. Un bon film, ça se regarde. Au cinéma. Dans 10 ans, tu rêves d'être? Réalisateur au cinéma. Et enfin, le projet dont tu rêves? Co-réalisé avec l'un de mes meilleurs amis un film au cinéma, justement. C'est relativement accessible. Merci beaucoup, Damien. Je te propose qu'on passe à la deuxième partie, ou en tout cas au sujet qu'on a défini ensemble, à creuser aujourd'hui. On a eu du mal à choisir le sujet parce que, comme on l'a dit, tu fais beaucoup de choses et donc il y a beaucoup de sujets à aborder. Donc on a fait rentrer au chausse-pied 2 sujets en un. Parce qu'à la fois, quand on a parlé la première fois, la première chose qui se ressent, et je pense que ça s'est ressenti, là en tout cas moi je l'ai ressenti dans cette première partie, c'est que tu es quelqu'un de passionné et tu fais ça parce que tu vis pour ça, depuis l'enfance tu as envie de le faire. Et c'est cette passion qui te pousse à bosser jusqu'à 2h du matin. Voilà, mais tu es passionné et la passion, tu me l'as dit, je pense que c'est une des phrases que tu m'as dit quand on s'est appelé, c'est que ça amène souvent à se disperser, à faire beaucoup de choses, trop de choses, que ça implique aussi, je donne beaucoup de sujets, on va rentrer individuellement dans chacun, mais le regard de l'autre, assumer de faire beaucoup de choses et pas se cantonner à un job, surtout à notre époque où on pousse les gens à se cantonner à un job, que ce soit... en entreprise ou rien que d'en reparler là, ça me passionne là, déjà. Bah écoute, accroche-toi bien. C'est quoi pour toi être passionné? Être passionné, mais je pense que c'est avoir l'envie de développer. Alors, faire une réponse très englobante de tout ce que je pense, c'est compliqué, mais genre, c'est vraiment quand tu as quelque chose que t'aimes beaucoup, que tu t'aimes passer en tout cas du temps à faire cette chose. Donc du coup, ça peut être vraiment soit vraiment matériel ou pas. Mais c'est vraiment, voilà, ça peut être juste rêver à penser, on peut être passionné d'imaginer des choses, etc., passionné d'écrire, de dessiner. Donc être passionné, oui, je pense que c'est vraiment aimer, passer du temps à le faire, quelque chose. Je le disais en intro, alors je ne sais plus du tout d'où vient cette phrase dans mon esprit, mais les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu. T'as l'impression qu'on peut être passionné et raisonnable à la fois? Non, je pense pas. Je pense pas parce que... être raisonnable, je suis pas assez raisonnable dans mon quotidien sur plein de choses parce que quand on est passionné, justement, bah déjà tu parlais d'horaire juste à l'instant. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit 2h du matin. Je me couche pas tous les soirs à 2h du matin, mais souvent quand même. Vraiment, ça arrive régulièrement parce que j'aime faire durer le plaisir. Et comme je suis passionné de plein de choses, il suffit qu'un soir, je me mette, je sais pas, sur soit sur une lecture qui me passionne, et bah du coup, je vais continuer, par exemple, à lire jusqu'à je sais pas quelle heure. Soit je suis en train de travailler sur mon prochain clip, et ça me passionne parce que je suis en train de travailler sur l'artistique, l'ADA, que je suis en train de développer, et je vais y travailler jusqu'à 2h du matin. Et donc, du coup, c'est pas raisonnable parce que quelquefois, je me lève, je suis fracassé, et si j'avais été raisonnable, j'aurais été en mode, je finis là, je me relève demain matin, je travaille bien, et tout est bon, et je fais mes rendez-vous comme il faut. Et quelquefois, je suis pas raisonnable parce que je me laisse aller, en fait. Parce que je passe un bon moment, je me dis, je vais pas couper cet instant. Et donc, du coup, être raisonnable, c'est compliqué, ouais. Je le disais, le thème, c'est passionner et se disperser, les 2 thèmes ensemble. Ça me rappelle un peu ma vie, en tout cas, un truc que je voulais savoir si tu le ressens aussi. Est-ce que c'est pas difficile? Est-ce que ça crée pas une forme de frustration de se disperser quand t'es passionné? Est-ce que t'as pas l'impression de pas pouvoir aller assez au bout des sujets, de pas pouvoir être assez perfectionniste parce que justement, il y a plein de choses? Ou est-ce que au contraire, toi, t'as le goût de... Alors, je dis pas que de la chose, que tu fais mal les choses, mais t'as le goût de la chose bien faite et tu vas justement passer
je vais simplifier ma question. Est-ce que tu bosses jusqu'à 2h du matin parce que tu fais plein de choses ou est-ce que tu bosses jusqu'à 2h du matin, encore une fois, certains soirs, parce que tu es perfectionniste et que tu veux chaque détail soit parfait? Il y a un peu des deux. En fait, ça dépend en fait des projets. Je sais que, par exemple, quand je suis sur un clip, j'aime être perfectionniste, dans le délai en tout cas qui m'est imposé. Comme je disais tout à l'heure, c'est quand même un délai souvent qui est très... excuse-moi. Qui est très court. Généralement, les briefs, souvent, quand on vient nous voir pour des clips, c'est en mode, bon, le clip, c'est pour hier. Donc, du coup, voilà, il nous faut, voilà, si vous avez des idées pour l'appel d'offres, etc. et tout. Donc forcément, tu es dans des délais très courts. Donc c'est pour ça que je vais me buter à faire à me documenter, à regarder justement les projets qui m'inspirent, où je vais trouver de l'inspiration, et en même temps comment créer justement la direction artistique de l'œuvre. Et là du coup, je vais essayer d'être le plus perfectionniste. Et donc du coup, sur un moment T en fait, vraiment, je vais être vraiment en mode là, à ce moment-là, je vais me mettre à fond et je vais donner le meilleur. Et pour aller jusqu'au bout, en tout cas jusqu'au maximum où je puisse aller. Et du coup, c'est vraiment par période. Et c'est pas genre, non, une journée, je fais pas 10 000 trucs par jour. C'est dans ma vie au quotidien, je fais plein de choses, mais chaque jour est traité pour une seule chose, pour faire ça bien, justement. Parce que sinon, oui, c'est sûr que si tous les jours, je partais à faire, et le matin de la production, l'après-midi, des vidéos de réseaux sociaux et tout, ça n'aurait plus aucun sens, du coup. J'ai perdu le fil de ma question. Pas de souci. Oui, ok. Est-ce que tu as déjà eu alors je vais l'appeler des crises de passion, dans le sens, est-ce que tu as déjà eu peur que la passion, justement, elle s'arrête? On dit souvent que quand on choisit un job de passion, c'est rare que la passion reste parce que ça devient plus qu'une passion, ça devient un job, ça devient un quotidien. Et si t'en as déjà eu, comment tu t'en es remis? Et si t'en as pas eu, est-ce que t'as pas peur qu'un jour, justement, cette passion, elle s'arrête et que tu perdes le talent que tu as parce que cette passion n'est plus là, ou en tout cas est moins là? Franchement, cette question est trop bien parce qu'elle me permet de corréler plein de choses, tu vois. Justement, ce que tu appelles justement, ce que tu disais, là, le fait d'être focus et d'avoir des moments de passion, ma copine, moi, appelle ça ma bulle. J'ai des périodes où, en fait, elle me dit « Ah, ça y est, t'es dans ta bulle, là ». Et c'est généralement des semaines où on va pas trop se voir, où on va se voir, mais on va se croiser, mais je suis là sans être là, parce que je suis toujours en train de penser à ce qui me passionne ou ce que je suis en train de traiter en ce moment. Là, j'ai une prochaine production, une prochaine émission que je suis en train de développer pour YouTube. Et en ce moment, je pense qu'à ça, matin, midi, soir, quand je mange, quand je suis en week-end, je vais voir un film, je sors du film et je pense déjà à l'autre, et je suis à fond là-dedans. Et justement, je suis dans ma bulle. Mais pour pas que cette bulle explose, comme tu disais, justement, pour le rendre visuel, c'est justement le fait de se diversifier. En tout cas, pour moi, c'est hyper personnel ce que je te dis, mais c'est le fait de se diversifier qui me permet justement de garder la passion sur tous ces sujets qui m'animent depuis l'enfance. Parce que je pense objectivement que, comme ce qui s'est passé un peu avec le clip, continuer de faire que du clip, en fait, au bout de 2-3 ans, je commençais à avoir beaucoup de défauts en fait de l'industrie et non pas de le fait de faire un clip, parce que le fait de faire un clip, moi j'adore toujours, sauf qu'au bout d'un moment tu as des problématiques qui deviennent financières, des budgets du coup qui dans lequel ok, avec ce budget là on peut pas faire toutes les, tu vois, genre ok, t'as 10 000 euros, tu vas pas commencer à aller sortir l'hélicoptère et à te foutre des grues partout, tu vois, genre en mode ok, on a 30 000, c'est non plus, tu vois, ça dépend de l'équipe, où est-ce qu'on tourne, etc. Et donc du coup forcément je voyais beaucoup, je commençais à voir vraiment le fait que il y a tant de budget, ça veut dire déjà que je peux pas faire ça, ok, donc artistiquement je peux faire ça comme ça, sauf qu'après du coup ça devenait que du rapport en fait humain, comme on est un peu ric-rac en budget, on sera peut-être moins, donc on pourra pas faire ça, et du coup je voyais beaucoup de contraintes qui étaient en train de se mettre autour de ça. Et le fait de se diversifier, de partir sur d'autres verticales, tu vois, genre vraiment partir vraiment à développer ma société par la suite, prendre un peu la casquette producteur sur d'autres projets, aller travailler sur YouTube, j'arrive dans des milieux justement où il y a un peu les mêmes problématiques, hein. Mais le fait de travailler avec d'autres personnes sous d'autres formats, ça permet de rendre beaucoup plus digeste, en tout cas, les mauvaises informations, les choses qui peuvent te brider. Et c'est ce qui me permet, moi, de garder vraiment la passion dans chacun des domaines dans lequel je suis et que je suis toujours passionné aujourd'hui, quoi. T'as fait le lien avec ta copine, moi j'ai fait un lien grâce à ça. En t'écoutant, j'ai l'impression que être passionné, finalement, c'est une forme d'amour d'une chose, d'une action, dans le sens, c'est un peu inconditionnel, c'est un peu inexpliqué, c'est un peu déconnecté d'une forme de réalité ou de raisonnabilité. Ouais, tu n'es pas raisonnable. Pas raisonnable.
Et d'un autre côté, tu le disais, pareil, comme en amour, pour ne pas se laisser se faire avoir ou en tout cas trop perdre dans une relation, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier et tu as une vie, tu as des amis à côté, tu as une famille. Et là, ce que tu disais, de pas faire qu'une seule chose, mais en Bien avoir sûr. plusieurs. Je veux te faire réagir sur ça, il n'y a pas de question. Est-ce que tu penses que la passion, c'est une forme d'amour inconditionnel, mais pas d'une personne, mais d'une chose, d'une activité, d'une action? Je sais pas, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est un peu aussi propre à chacun. Je pense que voilà, on n'a pas tous la même vision de la passion. On n'a pas tous la même vision de l'amour non plus. On n'a pas tous les mêmes attentes surtout de l'un et de l'autre. Certains vont être passionnés et ils vont surtout attendre le fait de travailler de leur passion et de vivre de ça, et d'autres vont être passionnés et ça va vraiment être un hobby toute leur vie, et ils le savent dès le début. Comme en amour, certains ont des attentes, voilà, certains ont des modèles qu'ils ont envie de reproduire, d'autres non. Certains ont des attentes en termes de couple, de temps passé ensemble, et du coup, voilà, chacun a sa propre vision par son prisme, et donc du coup, et par son vécu, ses envies aussi. Donc ouais, je dirais que c'est propre à chacun quand même. Dans un précédent épisode, on a parlé de savoir se connaître. Et justement, on est arrivé sur le sujet de la passion parce que dans notre enfance, on appelle passion toute activité que tu fais. Tu fais de la danse, tu es passionné par la danse à 6 ans. Par la danse, ouais. Alors que on comprend vite que c'est pas ça une passion. Et c'est pour ça d'ailleurs que Bien sûr. à partir du moment où tu commences à réfléchir, autour de 10, 12 ans, t'arrêtes cette activité que tu fais depuis 6 ans parce que tu te rends compte que t'aimes pas ça et t'oses le dire, ou en tout cas t'oses t'en rendre compte. Est-ce que pour toi, est-ce que tout le monde a une passion? Parce que je vois autour de moi des personnes qui disent moi je suis passionné de rien. Et il y a un peu un shame global de la société de dire t'es passionné de rien, t'es fade, ou t'as pas trouvé, ou tu te connais mal. Est-ce que c'est possible juste de ne pas être passionné? Parce que c'est comme l'amour en fait, c'est possible de ne pas être en couple, de ne pas être amoureux. Bien sûr, ouais. Alors je pense que oui, enfin même oui, parce que j'ai des amis proches, enfin, des connaissances très proches qui justement souvent c'est un sujet qui revient parce que comme je suis ultra passionné et en plus je le montre en fait contre mon gré, hein, mais genre du coup quand on parle de projet ça me passionne tellement que ça se voit que je suis passionné, que c'est des débats qui reviennent, en tout cas des sujets qui reviennent sur la table où c'est en mode moi j'aimerais bien être passionné, et souvent avec un peu de mélancolie, vraiment un peu de déception de moi je suis pas passionné, j'ai pas trouvé, et un peu cette phrase aussi de j'ai pas trouvé. Et j'avoue, moi, je peux pas répondre à la place de ceux qui sont pas passionnés. J'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'on peut ressentir réellement de pas avoir de passion. Du fait que moi, comme je te l'ai dit, en fait, depuis que je suis tout petit, je suis passionné de plein de choses. Et j'arrive à me passionner de beaucoup de choses. Donc, j'arrive pas trop à évaluer un peu ce sentiment de ne pas avoir de passion. Est-ce que c'est moi qui, quelquefois, est vraiment et le moindre en fait attirance vers quelque chose, je me dis je suis passionné, je me mets à fond dedans. Est-ce que c'est moi qui vais à fond là-dedans? Et il y a des gens, ils ont la même chose, et pour la même chose, enfin pour la même proportion gardée, ils vont être en mode non mais moi c'est pas une passion, c'est juste que je me suis intéressé à un moment T. Je sais pas trop le quantifier, j'avoue. Je saurais pas répondre à leur place là-dessus, mais je pense que oui, c'est possible de pas avoir de passion. Je pense qu'il faut juste encore une fois explorer de nouvelles choses. Je pense qu'on finit toujours par trouver quand même quelque chose. J'ai des amis justement qui quelquefois étaient depuis des années, savaient pas quoi faire, n'étaient pas passionnés, et un jour ils découvrent un truc qui est un peu niché dans quelque chose qui n'avait rien à voir avec les choses qu'ils exploraient, et d'un coup se sont retrouvés passionnés du coup par ces thématiques-là. Je pense qu'il faut s'ouvrir à plein de choses et essayer de voir, mais après bon, comment faire venir la passion, j'avoue, je m'engouffre dans un truc, après c'est impossible. Ouais, je pense qu'on va pas s'en sortir non plus. Autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est le sujet de la dispersion, on le disait, de réussir à rester concentré. Alors, on en a déjà pas mal parlé. Il y a une des verticales qui est le sujet de vouloir faire trop de choses. Pourquoi tu as envie de faire trop de choses? J'ouvre le sujet, j'ai très mal posé ma question. Je vais totalement la recommencer parce que sinon ça va être catastrophe à écouter. Pas de souci, pas de souci. On a beaucoup parlé de passion. Maintenant, je vais te parler de dispersion parce qu'effectivement, tu es passionné, tu fais plein de choses, tu te donnes à fond dans ce que tu fais. Moi, j'ai envie de comprendre pourquoi tu te donnes à fond dans ce que tu fais, pourquoi tu fais autant de choses aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouveront, peu importe le domaine, pas que dans la réalisation, mais dans ton parcours. Est-ce qu'il n'y a pas une peur de manquer quelque chose? Je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'il n'y a pas une FOMO, comme on appelle, de rater le moment où on dit tous qu'on a un quart d'heure de gloire, de rater ton quart d'heure de gloire parce que tu t'es pas assez donné à fond là en ce moment parce que ça marche? Est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu fais tout à fond et tu fais autant de choses?
Oui, non, bah, en vrai, bah, totalement. La FOMO, c'est quelque chose qui est très présent, en tout cas dans ce milieu-là, artistique, audiovisuel, et même du côté entrepreneuriat, ceux qui, voilà, il y a un peu la peur de louper la moindre opportunité. Mais c'est au-delà de parler d'opportunité. Moi, en fait, ce qui me fait faire beaucoup de choses, c'est en fait, je suis un amoureux, bon, c'est un peu bateau, mais je suis un amoureux de la vie. J'adore vivre des expériences, en fait. Et j'aime l'idée de vivre plein de choses différentes. Et si je me mets à fond dans une seule chose pendant 10 ans, j'aurais vécu plein de choses, mais que par ce prisme-là, qui est certes peut être intéressant, m'enrichir sur plein de choses, vraiment plein d'aspects, mais je pense pas que je m'y retrouverai. Et encore une fois, c'est une réponse hyper personnelle, mais moi, j'ai besoin en tout cas de voir plein de domaines différents. Rien qu'aujourd'hui, je suis super heureux d'avoir pu travailler et de travailler encore dans le monde de la télé, qui est un monde très différent finalement que du monde du travail de clip sur le terrain, que la fiction qui est encore différente, ou la publicité, ou tu vois, travailler sur différents projets, ou moi-même monter ma boîte et avoir plus un côté un peu entrepreneuriat, etc. Il y a vraiment des thématiques très différentes, et j'aime cette idée de passer d'un monde à l'autre, j'ai envie de dire, tu vois, et je trouve ça très enrichissant. Du coup, ça crée beaucoup de FOMO, du coup, comme t'en parlais tout à l'heure, là, il y a vraiment ce truc-là de plus t'es partout, plus en fait, t'as des opportunités partout. Donc, du coup, t'as envie d'être partout en même temps. Il y a des soirs, t'es invité en même temps à une avant-première d'un film que t'as trop envie de voir, et tu sais que tu vas pouvoir rencontrer des bonnes personnes, mais en même temps, t'as des amis qui ont monté une boîte et qui t'invitent là-bas, et t'as d'autres potes qui y vont, et en même temps, t'as une soirée de créateurs de contenu. Du coup, t'es en mode. Et je sais que ça, j'ai énormément travaillé dessus. Et c'est un sujet qui revient énormément avec tous mes amis. Genre vraiment, la FOMO, c'est vraiment voilà, comment essayer de contrer ce truc-là, de ne pas avoir peur de manquer quelque chose. Et j'ai énormément travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, c'est vrai que je sors... en tout cas, je sélectionne beaucoup plus mes moments. Et là où, il y a encore un an, je te dis ça, quand je te parlais de 3 soirées, ça m'arrivait régulièrement. Et je faisais au moins 2 soirées si je pouvais pas enquiller la 3e derrière. Tu vois. Et je passais quand même un très bon moment. J'étais pas en mode proche du burn-out, pas du tout, tu vois. Je veux pas du tout me mettre cette vision-là. J'étais juste ultra passionné de tout. J'avais envie de rien manquer, donc j'allais à tous les événements. Je faisais venir un plus un pote qui me ramenait à un autre événement. Et c'était vraiment une dynamique hyper intéressante. Mais c'est quelque chose qui peut te nuire, je pense, sur du long terme. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai essayé de faire un peu mon introspection de ça et d'en parler avec des amis. Ça fait vraiment du bien aussi de se rendre compte que t'es pas tout seul, que tout le monde a un peu ce truc-là où on a envie d'être partout. Je suppose que tu dois l'avoir un peu aussi, j'imagine, au quotidien. Mal, ouais. Et donc ouais, non, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de sélectionner plus mes moments pour, comme dans le travail aussi, j'ai beau me disperser et travailler sur plein de projets différents, il y a toujours des moments, tous les mois, tous les 2 mois, où je me dis, ok, pause, là j'ai fait ça ce mois-ci, ok, là ça n'a pas marché, je me suis trop dispersé sans doute. Peut-être qu'il faut que je peux continuer de travailler sur ces 2 axes-là, continuer de travailler sur ma boîte et en même temps réaliser des projets, mais juste qu'il va falloir que je m'organise un peu mieux pour structurer, faire que... je travaille à ce moment-là sur ça, à ce moment-là sur ça. Les événements, je vais arrêter de courir à faire 3 événements, je vais en faire 1. Et si les 3, c'est juste la FOMO de ne pas rencontrer du monde, alors qu'en vrai, je connais déjà tout le monde et que j'ai pas trop envie d'y aller, eh ben, j'y vais pas, tu vois. Et je me fais un bon Netflix à la maison, tu vois. Et du coup, voilà, maintenant, j'essaie d'obtenir une certaine rigueur de moi-même, tu vois, avec moi-même, tu vois, sur plein de points, quoi. La charge mentale alors j'aime pas trop ce mot, mais la charge mentale de faire plein de choses à la fois, elle est pas trop dure? Est-ce que t'as pas en permanence le cerveau en ébullition parce que dès que tu finis un sujet, il y en a 4 autres qui sont en sujet de fond, qui n'ont pas avancé pendant que tu travaillais dessus? T'arrives justement à faire la distinction, et j'ouvre avec un deuxième sujet qui est directement lié, c'est le sujet des proches. Tu me l'as offert sur un plateau d'argent Oui. à l'instant, et je voulais enchaîner dessus. Est-ce que, alors tu vas essayer de répondre aux 2 liés, mais j'aime pas dire qu'on concilie la vie pro et la vie perso. Je pense que surtout dans notre génération, il y a ce truc de c'est la vie et on s'en fout si c'est pro ou perso, c'est la vie que j'ai envie de mener, c'est là où je m'amuse. Mais tu arrives à donner du temps justement quali à tes proches. Est-ce que ça a été difficile à des moments de donner du temps qualitatif parce que justement il y avait cette passion débordante et ce nombre de sujets que tu traitais? Ouais, alors du coup, c'est vrai que c'est un peu, c'est vraiment mélanger vraiment la vie pro et perso. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, depuis vraiment que je suis arrivé sur Paris, c'est propre à chaque domaine. Quand tu es passionné dans un domaine ou que tu te développes dans un domaine, généralement, tu vas te faire des amis qui sont proches, de près ou de loin, de ce même domaine. Donc même quand tu es en week-end avec tes potes, tu vas parler de ce qui se passe dans ta semaine, et du coup tout le monde se passe des choses similaires, donc tu parles indirectement de taf tout le temps. Je sais que moi, c'est les premières années justement, quand je faisais que du clip, je parlais d'audiovisuel tout le temps.
Mais j'étais dans une bulle avec que des gens voilà, qui se faisaient du ciné, de la pub, du clip. On parlait que de ça tout le temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué pour les proches et puis aussi pour s'ouvrir à d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'encore une fois, le fait de se diversifier, ça m'a aidé à pouvoir du coup traiter de notre sujet, parler d'autres choses et arrêter d'être focus que sur une seule chose. Et du coup, le fait de se diversifier, ta première question, c'était justement sur le fait de se diversifier sur... je voulais rebondir là-dessus. Moi, je voulais faire une transition et je me suis perdu. Je me suis perdu. Tu avais commencé sur le fait que le fait de se diversifier... Et la charge mentale. Et la charge mentale, exactement, excuse-moi. Donc du coup, oui, sur le fait de se diversifier, du coup, la charge mentale que ça peut apporter, bah, justement, moi, la charge mentale, je dirais presque que je l'ai plus sur le fait que on vient souvent m'interroger sur le fait que est-ce que ça va bien que je sois diversifié, que je travaille sur plein de choses différentes, parce qu'en vrai, la charge mentale, étant donné que c'est des choses que je le fais par plaisir, encore une fois, et par passion, donc du coup, comme je disais tout à l'heure, la passion, c'est faire des choses dont tu es heureux de le faire et ça te pèse pas au quotidien. Donc du coup, la charge mentale de dispatcher un peu la charge de travail, etc., ça se fait vraiment hyper naturellement et j'ai vraiment aucun problème en fait à faire tout ça. Je me suis jamais trouvé dans des vraies grosses problématiques de je vais pas pouvoir faire ça en même temps que ça, etc. et tout. C'est des questions de choix à des moments, par contre, c'est sûr. Peut-être en évoluant par la suite, j'arriverai à peut-être faire avec des équipes produire plusieurs projets en même temps qui sont dans des branches un peu différentes, mais je commence à le faire petit à petit, tu vois, mais ça m'a jamais oppressé et je voulais rebondir, j'ai oublié, bon, je me suis perdu sur la fin. Voilà. On a l'essentiel. Damien, pour terminer cet épisode, je te propose de compléter mes phrases. Ok. Salut, je m'appelle... Damien, ok, pardon. J'étais en mode, jusqu'ici, en vrai, pour pas te mentir, j'ai réfléchi à une blague en fait. Mais je me suis dit, tu peux. Je voulais, et en fait, c'est pas passé. Bon. Tu veux qu'on refasse ? Vas-y, on repart. Du coup, je vais faire bien. Du coup. Alors, tu peux faire de la. Honnêtement, cette séquence est chaotique à chaque fois. Donc, c'est vrai ? Ouais. Ah, ok. C'est ça qui est bien. Non, mais tu la prends si je trouve des trucs qui viennent direct et que tu fais pas de blanc. Voilà. Ok. Salut, je m'appelle Damien. Et je suis réalisateur. Quand j'étais petit, je voulais être astronaute. Et maintenant, je suis réalisateur. Jusqu'ici, on est bon. Si j'avais un message pour la jeunesse... Ouais, c'est trop bien le foot à la récré. J'ai paniqué. C'est la phrase la plus inspirante qu'on a eue à ce moment-là. C'est la plus inspirante. Ouais, je pense qu'on s'en remettra pas. Après Pour faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Orelsan avait dit ça, et ça, c'est une très belle phrase pour la jeunesse. Eh ben écoute, je la garde. Aujourd'hui, j'étais invité dans le Gen Z et on a parlé de... plein de sujets super bien. Je prends cette réponse. Après cet enregistrement, je sais pas, je vais rentrer chez moi, je pense. Parce que je vais aller retravailler sur des projets qui m'animent énormément. Merci beaucoup Damien d'avoir passé merci à toi. Cet épisode avec moi. Je retiens à la fois que l'amour de la passion anime et que ce n'est pas grave de ne pas avoir de passion. Je retiens qu'il faut accepter de se détacher. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais du regard des autres pour faire... c'était ça la fin, c'est vrai sur lequel je voulais rebondir. C'est vrai. Ce sera l'occasion d'en reparler. Exactement. De se détacher du regard des autres et de faire ce que ou en tout cas toi tu as fait ce que ton cœur te disait de faire et même aujourd'hui tu continues à faire ce qui t'amuse, ce qui t'anime, saisir les opportunités qui t'animent. J'étais ravi de passer ces 30 minutes, un peu plus avec toi. Ravi également. Et puis à très bientôt.